Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de webinaire. J'espère que je n'ai pas perdu la main. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. Je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on va appliquer à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Si vous ne nous connaissez pas, je vous invite à aller consulter nos contenus sur notre site internet. On a plus de 500 contenus qui sont disponibles entre des podcasts d'avocats, des podcasts de clients d'avocats, beaucoup de vidéos comme celle-ci qui sont disponibles en replay, des articles, des guides méthodiques, des études, des simulateurs et j'en passe et des meilleurs. Donc si le développement commercial pour les cabinets d'avocats vous intéresse, je vous invite à aller voir tout ça. On laisse ça de côté, on ne parle plus d'Anomia, c'est simplement pour que vous sachiez finalement à qui vous parlez, ou plutôt qui parle pendant que vous écoutez, en tout cas j'espère. On va traiter ce soir d'un sujet qui est un sujet pertinent, qui est le développement commercial pour les cabinets d'avocats. J'ai décidé de pouvoir traiter finalement les 5 choses qui sont pour moi les 5 choses les plus importantes à travailler avant de pouvoir s'intéresser vraiment au développement de clientèle. Donc ça vient en amont ou ça vient à partir du moment où vous souhaitez développer votre clientèle avec de la méthode. Il y a plein d'autres gens qui fonctionnent de façon différente. Ce n'est pas la seule et unique méthode. C'est une méthode qu'on va utiliser pour une raison principale. C'est que cette méthode, on l'a développée, on l'a implémentée au sein de cabinet d'avocats et qu'on a obtenu des résultats. Donc concrètement, cette méthode-là fonctionne à partir du moment où vous respectez chaque étape de la méthode. Donc concrètement, ce qu'on va voir ensemble, ça va être 5 étapes, donc je vais demain, mais 5 étapes seulement, qui vont pouvoir être vraiment pertinentes pour vous. Ces étapes doivent se penser dans l'ordre que je vais vous évoquer ce soir, et si on les pense de façon différente, en réalité, ça va devenir extrêmement complexe. La première chose, ça va être vraiment le fondement et le socle de votre développement commercial. Ça va être l'identification de ma cible. Concrètement, quelle est ma cible de clientèle? À qui est-ce que je m'adresse? À qui vais-je vendre mes prestations de conseil, de contentieux ou n'importe quoi en tant qu'avocat? Une fois que j'ai identifié cette cible, la deuxième étape, ça va être finalement de pouvoir me rendre visible auprès de cette cible. Attention, visible, ça ne veut pas dire foutre le souk sur Instagram, mettre des photos de vous toutes les 3 secondes, etc. Ça va pouvoir devenir visible auprès de cette cible, mais surtout fournir de la valeur à cette cible pour que celle-ci s'intéresse à vous. Donc ça va être notre deuxième étape. Une fois qu'on est identifié, une fois qu'on commence à être connu et que notre cible pense qu'on est pertinent, ça commence à être une bonne chose. Mais finalement, il va falloir passer à la troisième étape qui va nous permettre finalement de nous approcher de nos prospects, qui va être réussir à attirer sa cible. Concrètement, ma cible me regarde, ma cible voit ce que je fais, ma cible s'intéresse à moi. Concrètement, comment est-ce que moi je fais pour réussir à l'identifier? Donc, on verra quels sont les moyens qui vont exister pour finalement réussir à transformer un auditeur, quelqu'un qui s'intéresse à vous, en prospect. Quatrième étape, on va voir comment travailler ce prospect. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'abonne à une newsletter, que vous rencontrez quelqu'un sur un salon, que vous croisez sur un bateau pendant les vacances et que vous discutez avec lui, que celui-ci va devenir client jour 1. Donc, on va voir concrètement comment est-ce qu'on va réussir. En anglais, on appelle ça nurturer, comment on va réussir à qualifier, comment on va réussir à couver ce prospect pour qu'enfin, dernière étape, l'étape numéro 5, la vente, ce prospect se transforme en client. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment de la méthode, c'est ultra opérationnel. Et derrière, je vais vous expliquer pourquoi on fonctionne de cette manière, pourquoi on recommande de fonctionner comme ça. Donc, ces sujets-là, c'est des sujets qu'on aborde en long, en large et en travers sur des formations, en conseil, etc. C'est des sujets qui sont très longs. Je vais essayer de tout vous résumer en 1 heure. Donc, j'espère que j'y arriverai et que vous retirez finalement une ligne directrice pour se dire, OK, je vais essayer d'écouter ce que dit Valentin et je vais essayer de mettre en place un plan opérationnel pour finalement coller à cette méthode-là et réussir à bien développer mon activité. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je suis désolé, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et si c'est le cas, restez là et on continue ensemble. Petit disclaimer, je suis quasiment aveugle.
Donc, si vous me posez des questions dans le chat, dans la conversation, etc., je ne les verrai pas. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de m'envoyer un mail à valentin@anomia.fr si vous avez des questions a posteriori ou de me contacter sur LinkedIn ou n'importe où. Je vous répondrai. En tout cas, je ferai le maximum pour la fin. Donc, on commence. Les 5 choses à maîtriser pour développer sa clientèle lorsque l'on est avocat. La première chose, je vous l'ai dit en introduction, ça va être vraiment d'identifier sa cible. Pourquoi je commence par là? Parce qu'en réalité, si vous vous plantez à ce niveau-là, tout ce que vous allez faire a posteriori, c'est-à-dire la notoriété, donc la communication, l'acquisition, le marketing, le fait de réussir à travailler sa cible et travailler ses prospects, ce qu'on appelle nous le nurturing, qui est aussi du marketing d'ailleurs, mais qui est le marketing à ce niveau-là, et enfin la vente, ça fonctionnera, parce qu'à partir du moment où vous donnez des efforts, etc., ça fonctionnera toujours. Mais en réalité, vous allez être à 1%, à 2% de vos capacités. Et il y a fort à parier que ce mauvais jugement de votre part, ou le fait que vous soyez passé trop vite sur l'identification de votre cible, ça soit finalement extrêmement délétère dans le développement de votre activité. Donc concrètement, une cible, c'est quoi? Moi, les avocats que je rencontre, la plupart du temps, quand ils ne font pas partie de grands cabinets d'affaires, mais qui sont des cabinets normaux, des beaux cabinets, etc., ils vont me dire, bah, OK, en fait, moi, Valentin, mon objectif, c'est de pouvoir toucher les dirigeants d'entreprises, notamment des PME et des TPE. OK? Des PME et des TPE. Concrètement, ce que je leur réponds quand j'entends ce genre de choses, c'est OK, mais en France, on a 6,9 millions de PME. Concrètement, est-ce que tu es en capacité aujourd'hui, ne serait-ce que de pouvoir traiter 10% de la globalité de cette clientèle? La réponse est nécessairement non. C'est vraiment une question rhétorique. C'est-à-dire que avocat, même avec le plus grand cabinet français, vous prenez Fidal et ses 1400 avocats, ils ne sont pas en capacité de traiter 6,9 millions de clients. Donc concrètement, soit on décide de se dire, OK, je m'adresse aux dirigeants de PME et de TPE, en disant, voilà, dirigeant de PME et dirigeant de TPE, je suis le bon avocat pour vous accompagner sur vos questions en droit social, mais finalement, vous n'avez pas d'incarnation, vous n'arrivez pas directement à toucher ces dirigeants de PME. Parce qu'en réalité, bah, des PME, il y en a dans des secteurs d'activité qui sont très différents. Et même si juridiquement, c'est la même chose de licencier un ouvrier qui travaille dans l'industrie à Paris ou à Toulouse ou à Nancy ou n'importe où, même si c'est la même chose de licencier un consultant senior dans un cabinet de conseil à Toulouse ou à Paris, même si c'est la même chose de pouvoir licencier un préparateur ou une préparatrice en pharmacie au sein d'une officine, en réalité, le chef d'entreprise, il veut que vous lui parlez à lui. On a une règle qui est assez claire et assez pertinente, qui est de dire que, en réalité, un professionnel qui s'adresse à tout le monde ne se vend à personne. Concrètement, je vais vous prendre un exemple qui est celui d'Anomia. Sur le territoire français ou européen, mondial, il existe pléthore de cabinets de conseil. Il existe également pléthore de cabinets de conseil en stratégie. Mais un cabinet de conseil en stratégie dédié exclusivement au cabinet d'avocats, il y en a 3, il y en a peut-être 4 sur le territoire français. Ça veut dire que grâce à ce positionnement, j'affirme à mon marché cible que sont les 70, enfin moins, les 40 000 avocats présents sur le territoire, parce que les avocats qui ont trop peu de moyens lorsqu'ils sont individuels, lorsqu'ils font des droits sur lesquels on ne va pas être bon, nous, on est meilleur sur le droit des affaires au sens large du terme, en ajoutant le droit IMO, les successions sur des gros clients. Bah, en réalité, nous, on adresse uniquement 40 000 personnes. Et avec ces 40 000 personnes, on arrive à faire vivre aujourd'hui notre équipe. Et on est bien loin du potentiel maximum de ce qu'on peut aller chercher. Donc, en réalité, plutôt que de m'adresser à 6,9 millions d'entreprises sur le territoire, je vais m'adresser à 15 000, 20 000 entreprises sur le territoire français. Et pour autant, j'arrive à développer un business, on arrive à faire du chiffre d'affaires, on arrive à se développer sur ce secteur. Et on ne réfléchit pas comme le font beaucoup d'avocats, c'est-à-dire, oui, mais Valentin, si je dis que je m'adresse, par exemple, au secteur de l'immobilier et au sous-secteur, par exemple, des architectes, on va dire que les architectes font partie du secteur de l'immobilier. Bah, en réalité, je risque de me priver des électriciens, des plombiers, des sociétés dans le secteur d'activité de la chaudronnerie, des charcutiers, des abattoirs, etc. Et je leur réponds, mais oui,
Mais en réalité, se positionner et définir sa cible, c'est choisir la clientèle avec laquelle on veut travailler. On s'en fout de louper un charcutier ou une super entreprise. L'objectif, c'est de réussir à toucher sa cible de façon méthodique. Et pour réussir à la toucher de façon méthodique, eh bien, il faut en définir une. Et cette cible doit être suffisamment large pour vous permettre de vivre. Pour vous donner un référentiel, nous aujourd'hui, en essayant de toucher 15 000 ou 20 000 entreprises sur le territoire français, donc les cabinets d'avocats que l'on cible avec Anomia, on arrive aujourd'hui à faire vivre 8 personnes en interne et 2 personnes qui sont consultants en externe qui interviennent de façon très fréquente avec nous. Et on est à 5%, 6% des capacités qu'on va pouvoir atteindre sur ce marché. Donc concrètement, en tant qu'avocat indépendant, en tant que collaborateur libéral ou en tant qu'associé souhaitant développer un portefeuille, 15 000 ou 20 000 entreprises sur le territoire, c'est largement suffisant pour finalement vous permettre de vous développer et d'avancer. Si je descends et que je me dis, OK, mon secteur d'activité, c'est, je ne sais pas moi, les officines, les pharmaciens qui disposent de plus de 4 officines sur les territoires, donc dans une ESPFPL, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais en fait, un pharmacien ne peut détenir avec une société holding que 5 pharmacies maximum. Et il ne peut être que majoritaire dans une seule et unique pharmacie. Donc, si vous dites, OK, je veux tous les pharmaciens sur le territoire français qui disposent de plus de 4 officines, est-ce que le marché est suffisant ou pas? La réalité, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de pharmaciens détiennent plus de 4 pharmacies. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Mais si vous travaillez sur le sujet, ce sont des réponses qu'il faut aller chercher. Donc, concrètement, pourquoi est-ce qu'on cible une clientèle? C'est simplement, dans un premier temps, pour réduire finalement le scope de vos interventions. C'est pour être pertinent auprès d'elle, avoir un message qui soit clair uniquement à sa destination et aussi réduire la concurrence. Je prends un exemple bidon. J'ai 2 avocats qui sont face à moi. J'ai un avocat qui est spécialisé en droit fiscal. Donc, certificat de spécialisation ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il fait pour activité principale, dominante ou exclusive du droit fiscal. Et à côté de lui, j'ai un avocat qui se présente comme étant avocat spécialisé en droit fiscal à destination des cabinets de conseil. Mais en réalité, je vais plus facilement aller voir le cabinet d'avocat B, l'avocat numéro B, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a affiché, que ça soit vrai ou pas, qu'il était destiné au droit fiscal pour les cabinets de conseil. Et donc, je vais me dire, celui-ci, il comprend mon activité, il me parle à moi, il en a déjà traité en interne, etc. Et donc, je vais aller le voir lui. Il y a des tests qui ont été faits. C'est Jérôme qui me parlait de cette étude-là, donc je ne sais plus où elle est sortie. Mais il disait, voilà, il y a un avocat qui va dans une salle de sport, il veut trouver un coach sportif. Le premier coach sportif lui présente ses diplômes, lui dit, voilà, on va créer un programme, etc. Le deuxième fait exactement la même chose et il ajoute un truc, c'est qu'il dit, ah, puis en plus, je travaille avec beaucoup d'avocats, j'ai l'habitude de travailler avec les avocats, je suis le coach sportif d'avocats. Et bien en fait, vous êtes avocat et donc vous allez plus facilement aller voir le coach B parce qu'en réalité, vous dites de façon consciente ou inconsciente qui vous connaît, qui connaît des prestataires comme vous, qui sait comment vous travaillez, qui connaît votre niveau de fatigue, etc. Et donc, vous allez aller vers quelqu'un qui vous ressemble et qui s'adresse à vous. Donc ça, c'est vraiment super important de pouvoir identifier sa cible parce que l'identification de cible initiale va faire découler le plan opérationnel qui va suivre. On n'est pas obligé d'avoir une cible de façon restrictive. Vous pouvez avoir un secteur. Par exemple, je pourrais très bien dire, OK, je suis un cabinet de conseil à destination des professions juridiques réglementées. Ou je pourrais dire, je suis un cabinet de conseil à destination des professions du chiffre du droit. Mais ça, c'est la première étape. Nous, on a commencé avec les avocats. Ça ne veut pas dire que demain, on ne travaillera pas avec les notaires, qu'on ne travaillera pas avec les experts comptables, qu'on ne travaillera pas avec les AJMJ. Le positionnement, c'est quelque chose qui bouge. La cible, c'est quelque chose qui bouge. C'est-à-dire qu'on a commencé, entre guillemets, sur un segment, qui est un petit segment, les avocats sur le territoire français. Si on atteint un seuil de croissance qu'on n'arrive pas à dépasser en disant, bon, en fait, voilà, aujourd'hui, on est à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce secteur d'activité, notre croissance est limitée, puisqu'on voit qu'on a atteint un cap, on va être en capacité d'ouvrir un deuxième segment que vont être, par exemple, les notaires ou que vont être, par exemple, les experts comptables. Il y a une entreprise que vous connaissez tous qui s'appelle Amazon. Amazon, avant de devenir la plateforme de e-commerce que vous connaissez tous,
elle ne développait qu'un seul segment, qui était un micro-segment, qui était les livres rares qu'on ne trouvait pas en librairie. Ils sont passés ensuite aux CD rares qu'on ne trouvait pas chez les disquaires. Et après, ils ont étendu de segment en segment jusqu'à devenir une plateforme sur laquelle vous pouvez commander du papier toilette, vous pouvez faire vos courses, vous pouvez commander le dernier bouquin de votre auteur préféré, vous pouvez tout faire. Mais s'ils avaient commencé en disant sur Amazon, on peut tout faire, etc., jamais ils n'auraient réussi à percer. Jamais ils n'auraient eu cette croissance. Il faut prendre des segments de marché, puis prendre un autre segment de marché et encore un segment de marché pour réussir à se développer. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une stratégie de niche à destination d'une cible déterminée. Ça, ce sont des concepts et des méthodes qu'on développe, mais on n'est pas les seuls. On s'est inspiré de ce qui se faisait dans d'autres secteurs d'activité. Je vous ai cité Amazon. C'est des choses qu'on a étudiées et qui nous permettent finalement d'avoir une croissance qui va être une croissance rapide parce qu'il est beaucoup plus facile de devenir le leader sur le secteur d'activité des avocats que de devenir le leader des cabinets de conseil tout court. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous, qui sont des milliers au sein de leur cabinet de conseil, etc. Et donc, c'est extrêmement complexe. L'objectif, c'est d'aller de segment en segment pour réussir à développer son activité. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Il faut réussir à identifier sa cible. Pour identifier sa cible, vous allez me dire, oui, mais Valentin, c'est facile de dire ça, comment on fait? Mais en fait, deux possibilités. Soit vous avez déjà des portefeuilles clients, vous avez déjà de la clientèle perso, vous développez déjà du business. Donc là, finalement, vous allez vous référer à ce que vous avez déjà en interne en se disant, OK, moi, je vois dans mon portefeuille client que je travaille avec plein de gens, donc c'est difficile de pouvoir finalement trouver une solution et de trouver un positionnement. Vous allez aller sur les gens sur lesquels vous allez faire le plus de chiffre d'affaires et sur lesquels vous avez une rentabilité qui est une bonne rentabilité, c'est-à-dire au moins à 40%, parce que de 40 à 50, il y a des progrès à fournir, il y a des choses à faire, etc., qui vont pouvoir nous permettre d'augmenter en termes de rentabilité. Et derrière, vous dites, OK, ben en fait, moi, aujourd'hui, je fais 50 000 euros de chiffre, donc en tout, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires sur les architectes aujourd'hui. C'est des gens sur lesquels j'ai un taux de rentabilité qui est à 57%. Et c'est des gens que j'aime bien. Bah, en réalité, go, on va se dire, OK, comment est-ce que je fais pour passer d'un positionnement général en droit fiscal à un positionnement spécifique en termes de matière, donc mon droit fiscal, et spécifique en termes de secteur d'activité, en termes de typologie de professionnel avec lequel je vais travailler. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez vous dire, OK, je ne veux plus travailler avec les 70 000 euros de chiffre d'affaires que représente mon portefeuille. Ça veut dire que vous allez changer votre positionnement au fur et à mesure pour que les nouveaux architectes qui rentrent en termes de chiffre d'affaires remplacent le chiffre d'affaires qui était généré par les 70 000 euros qui étaient sur le côté. Donc ça, c'est si vous avez déjà de la clientèle. Si vous n'avez pas aujourd'hui de clientèle, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les gens que vous connaissez. On va prendre les gens avec lesquels vous avez envie de bosser. On va prendre les opportunités de marché que vous avez pu détecter. J'ai discuté avec un avocat il y a quelques mois de ça, je le trouvais ultra smart. Il me disait, OK, moi en fait, j'aime bien le e-sport, je suis passionné de e-sport, je n'ai pas de clients e-sport, mais j'ai envie de me développer là-dessus. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter les fédérations, donc les clubs de foot de Ligue 1 et Ligue 2, qui embauchent des gamers et qui reproduisent finalement les matchs qui ont lieu chaque week-end. Je sais pas, PSG, je sais pas qui, PSG Marseille. Bah, en même temps que les footballeurs sont sur le terrain et jouent contre Marseille avec le PSG, et ben, les gamers, donc qui jouent à FIFA, ils font la même chose de leur côté. Et apparemment, ces gens-là aujourd'hui sont sous prestation de service, mais il existe des contrats particuliers, donc des CDD particuliers, qu'il faut affubler à ces joueurs. Et ils se disent, mais en fait, moi, je n'ai pas de client là-dessus, mais je vais y aller. C'est une super bonne idée. Ils voient une opportunité de marché, ils voient un secteur qui est en train de se transformer, qui représente de plus en plus de chiffres d'affaires chaque année, le gaming, le e-sport, etc. Et ils se disent, je vais m'engouffrer dans la brèche. Et bien, ça a marché. Aujourd'hui, il commence à avoir ses premiers clubs de foot en tant que client et il commence à avancer là-dessus. Et c'est une super bonne chose. Et peut-être que sa cible ne sera pas assez importante. Peut-être que ça va devenir finalement l'avocat référence sur ce secteur, qui est aujourd'hui un petit secteur d'activité, mais qui demain sera peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois supérieur à ce qu'il peut être aujourd'hui. Donc concrètement, si vous avez des clients, vous regardez ce que vous avez déjà fait en termes de chiffre d'affaires, vous regardez ce que vous avez en termes de rentabilité, vous regardez la profondeur de votre portefeuille et vous identifiez derrière la cible qui va être la plus pertinente pour vous. Ça, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien de passer à l'étape numéro 2.
Ça ne sert à rien de vouloir communiquer, de vouloir rentrer en visibilité, etc. C'est vraiment cette première étape par laquelle il va falloir passer pour une simple et bonne raison, c'est que sinon l'information va être difficile à aller collecter, puisqu'en fait, quand vous avez défini une cible, vous ne parlez plus qu'à cette cible. Ça devient votre priorité. Vous allez, pour mon cas, manger avocat, dormir avocat, discuter avec des avocats, essayer de les comprendre, savoir où est-ce qu'ils s'informent, savoir où est-ce qu'ils écoutent, savoir qui ils écoutent sur le marché, qui est important, qui n'est pas important, quelles sont les pratiques au sein de leur cabinet, etc. Pour que derrière, quand vous faites par exemple des webinaires comme vous l'êtes ce soir, bah, en réalité, je puisse me dire, OK, si je fais un webinaire sur les 5 choses qui vont être les plus importantes pour développer sa clientèle, je vais avoir 100, 200, 300 avocats qui vont se connecter pour venir regarder finalement ce webinaire parce que je sais que ça les intéresse. Et je sais que le webinaire à 18h, à 19h le mercredi est pertinent pour eux. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être pas, mais en tout cas, je vous le dis. J'ai essayé de faire un test, c'était en mars ou avril, mai dernier, où je passais mes webinaires non plus à 18h, mais à 13h. J'avais la moitié moins de monde. Mais j'ai dû faire un test parce que je me disais, peut-être qu'entre midi et 2, je vais avoir encore plus d'avocats qui vont être présents. Donc, en termes d'inscrits, j'en avais plus, mais en termes d'avocats présents, j'en avais beaucoup moins parce qu'en réalité, il y avait toujours un déj, un imprévu, des enfants à aller chercher ou quelque chose qui faisait que finalement, ils ne venaient pas. Donc, se concentrer sur sa cible, définir sa cible, ça permet vraiment de comprendre le secteur en profondeur et de vraiment devenir un expert très rapidement sur un sujet ou sur un secteur d'activité. Et ça, je prends l'exemple d'un mien, je parle des avocats, etc., mais c'est pertinent pour tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que si vous devenez le leader sur le secteur, je ne sais pas quoi, moi, de la fabrication de chaussettes, eh ben, c'est super parce que vous allez comprendre tous les fabricants de chaussettes, les usines de chaussettes, les façons dont ils fonctionnent, les intermédiaires, la sous-traitance. Vous saurez tout sur le sujet et vous serez beaucoup plus rassurant auprès de votre cible. Vous comprendrez les modèles économiques, vous comprendrez les opérations et vous connaîtrez les structurations juridiques. Je m'arrête avec ma première étape, c'est l'étape qui est la plus longue et qu'il faut le plus creuser en profondeur parce qu'en réalité, tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. On passe à la deuxième étape. Je vous ai dit qu'il fallait définir sa cible, première étape, et deuxième étape, il fallait être identifié par sa cible. Il faut que votre cible vous connaisse et vous identifie comme un acteur pertinent pour pouvoir finalement répondre à ces problématiques et à ces enjeux. OK. Une fois que j'ai défini ma cible, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me dire, OK, mais en fait, je trouve que ça serait super de pouvoir faire des vidéos, ça serait super de pouvoir faire des conférences, ça serait super de pouvoir organiser des petits déjeuners. On oublie tout ça. Ce qui est le plus pertinent, vous ne le savez pas, je ne le sais pas, c'est votre cible qui va vous le dire. Donc, quand vous définissez votre cible, juste après, vous allez contacter votre cible. L'objectif, ce ne sera pas de leur vendre des prestations, ça sera de comprendre comment elles fonctionnent. Nous, avant de lancer nos formations sur Anomia et nos missions de conseil, on a appelé une centaine d'avocats, vous n'êtes pas obligé de le faire sur 100 personnes, une trentaine de personnes suffisent, sur lesquelles on leur a posé à chaque fois les mêmes questions de façon extrêmement neutre, en répétant à chaque fois la même question. Pourquoi? Mais tu dis ça, c'est intéressant, mais pourquoi tu dis ça? Et ça, tu m'as dit que c'était pertinent, mais pourquoi c'est pertinent? Et ça, tu m'as dit que tu détestais, pourquoi tu détestes? Et ça, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Vous vous comportez comme un enfant de 5 ans et vous posez toujours la même question, pourquoi? Une fois que vous récupérez toutes ces interviews avec ces clients que vous allez pouvoir avoir, donc avec ces prospects, pardon, enfin avec votre cible pour l'instant. Là, l'objectif, c'est de prétexter par exemple une étude ou de dire que vous vous intéressez à un secteur d'activité, que vous aimeriez mieux le connaître. Et les gens, je vous assure, ils vous répondent parce qu'ils aiment bien parler d'eux, ils aiment bien partager leurs connaissances, ils aiment bien partager leur savoir et les gens aiment aider. Donc, sur 150 messages que vous allez envoyer, vous obtiendrez au moins 25 rendez-vous ou 30 rendez-vous qui vont vous permettre de comprendre votre cible. Lors de ces interviews, vous allez finalement poser des questions. Mais OK, où est-ce que tu t'informes? Ah bah OK, moi je m'informe sur Facebook et sur Google. OK, donc on va oublier LinkedIn pour réussir à toucher sa cible. On va oublier Twitter, on va oublier Facebook. On va oublier aussi les salons professionnels. Il m'a dit qu'il ne participait pas à des salons professionnels. Il m'a dit par contre qu'il aimait bien se rendre à des formations. Et il m'a dit aussi que de temps en temps, il allait à des petits déjeuners organisés par le MEDEF 38, organisés par l'APM, donc l'Association pour le progrès du management, et qui est organisé par, je ne sais pas moi, peu importe, un club ou une association dans son secteur d'activité. Donc, vous savez que pour pouvoir réussir à toucher cette cible, ben, il faut être là où il est.
Donc concrètement, plutôt que d'imaginer des choses qui vont être pertinentes pour vous, en vous disant, en fait, voilà, moi je vais développer une stratégie sur LinkedIn pour réussir à toucher ma cible, etc. Ce que j'ai fait, c'est ça, 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 ça. Si votre cible, elle n'est pas sur LinkedIn ou qu'elle est inscrite sur LinkedIn, mais qu'elle n'y va pas de façon quotidienne ou de façon fréquente, que quand elle y va, c'est uniquement pour poster et qu'elle ne consomme aucun contenu, en réalité, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous pourrez potentiellement l'utiliser pour toucher vos confrères, pour avoir de la prescription, etc. Mais que pour toucher votre cible finale, ça n'a aucun impact. Donc concrètement, l'information pour réussir à toucher votre cible, vous ne la sortez pas de votre chapeau. L'instinct, c'est important, bien sûr, mais il faut aller confronter ça à la réalité du marché. C'est-à-dire prendre son petit bâton de pèlerin et rentrer en contact avec les gens que vous voulez toucher. Et ça, c'est vraiment ultra important. Donc, dans la stratégie de notoriété, le seul et unique objectif pour finalement intéresser sa cible, ça va être de savoir où est-ce qu'elle est, de savoir où est-ce qu'elle s'informe, de comprendre qu'est-ce qui est pertinent pour elle, quels sujets sont pertinents pour elle, et derrière, de savoir à quel moment finalement il va consommer ce type de contenu où il est présent. Et une fois que vous avez la réponse à ces 4 questions, en réalité, vous avez les réponses. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez plus besoin de moi, vous n'avez pas besoin de nous. Vous allez simplement donner de la valeur attendue sur le bon canal, donc l'endroit où se rend finalement le décideur que vous voulez toucher, avec le bon contenu, les problématiques qui se posent aujourd'hui sous le format sur lequel il veut les avoir. Si c'est un dirigeant d'entreprise dans le secteur d'activité de la chaudronnerie et qu'il ne regarde aucune vidéo, vous pouvez faire 40 vidéos sur des sujets qui vont être ultra pertinents pour lui. Si lui ne consomme que des articles ou que des newsletters, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et tout le travail que vous avez fourni pour réussir à finalement toucher votre cible, en réalité, il tombe à l'eau. Enfin, il ne tombe pas vraiment à l'eau parce que vous pourrez retraduire vos vidéos en articles et réussir finalement à toucher votre cible. Mais vous aurez perdu 80 heures, 100 heures, peut-être 200 heures de travail marketing sur un truc qui vous aura potentiellement coûté de l'argent. Et sans même parler d'argent, 200 heures de travail sur du développement commercial, c'est colossal. Il faut réussir à vraiment les investir au bon endroit, au bon moment. On ne peut pas être partout, tout le temps, à chaque fois. Il faut faire des choix. Ça, c'est mon deuxième conseil par rapport au fait de toucher sa cible et au fait d'intéresser sa cible. Ça ne sert à rien de démultiplier ce que vous allez réaliser. Il faut mieux choisir un canal, il vaut mieux choisir un type de contenu et derrière le faire à fond. Moi, je vois beaucoup d'avocats qui disent voilà, moi j'ai fait un site internet, je développe LinkedIn, je développe Instagram, je développe Facebook, je vais dans tel salon, dans tel salon, dans tel salon, je donne telle conférence, je donne telle formation, je vais à tel petit-déj. Déjà, je me demande comment ils ont le temps de faire tout ça. Et en réalité, ils ne se posent jamais la question de savoir concrètement qu'est-ce qui a permis à leur cible de les connaître. Ça se trouve, sur les 10 actions que je viens de citer, il y en a seulement une qui permet aux avocats d'être connus. Ou ça se trouve, il y en a une qui permet de se faire connaître par 90% des gens qui les ont connus. Et en réalité, il faut réussir à suivre tout ça. Moi, si ces webinaires-là, ça ne me permettrait pas d'entrer en contact avec vous a posteriori, de vous présenter ce qu'on fait, de vous présenter notre expertise et notre réflexion et nos méthodes, et qu'à chaque fois, j'avais 2 inscrits ou 3 inscrits sur mes webinaires, j'arrêterais. En transparence, j'arrêterais. Parce qu'en réalité, ça veut dire que le canal et le contenu que j'utilise ne seraient pas pertinents pour ma cible. Donc ça suppose quand même de suivre ces chiffres et de suivre ces résultats. Si je reprends l'exemple de l'avocat qui va à 10 endroits différents, qui met en place plein de choses, qui bouge énormément parce que derrière, il veut réussir à toucher des cibles, il faut réussir à dire, OK, concrètement, quels sont les indicateurs que je vais suivre pour voir si oui ou non ça a fonctionné. Les likes sur LinkedIn ne sont pas un indicateur. Les commentaires sur LinkedIn ne sont pas un indicateur. Ce qui va être pertinent, c'est de réussir à suivre l'audience que vous avez touchée via les réseaux sociaux, l'audience que vous avez touchée dans vos conférences, qui était inscrit, est-ce que ce sont mes cibles qui étaient là? Lorsque vous allez à un salon, c'est qui étaient les participants, qui est-ce qui est venu me voir aujourd'hui? Quand vous faites une formation, c'est qui sont les inscrits, comment est-ce que derrière ils m'ont connu, comment est-ce qu'ils sont venus ici? Lorsque vous faites un podcast, c'est qui a écouté ce podcast? Lorsque vous faites une vidéo, c'est qui a regardé cette vidéo? Pour voir si oui ou non, c'est pertinent. Donc ça va vous permettre d'être connu par votre cible. Donc vous allez développer finalement votre stratégie de notoriété en fonction de la cible
que vous allez viser et en fonction de ce qu'elle attend, de ce qu'elle recherche, de ce qu'elle consomme et des résultats que vous obtenez. Je vous recommande d'utiliser dans un premier temps un canal et un type de contenu, un type de message pour réussir à toucher votre cible. Vous faites ce test-là pendant 1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi, vous regardez ce qui s'est passé. Vous dites, OK, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que je continue? Est-ce que j'accélère? Est-ce que je diminue? Est-ce que je transforme? Est-ce que j'ouvre un autre canal? Est-ce que j'utilise un autre contenu sur le même canal pour voir si oui ou non ça va être pertinent? Et ça, c'est uniquement de l'itération. C'est parce que vous aurez appris des actions que vous aurez mis en place par le passé que vous pourrez transformer vos actions et avancer. J'ai des avocats qui me disent, mais c'est quoi la bonne méthode? Mais il n'y a pas de bonne méthode. On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de recette miracle. On applique de la méthode et derrière, on se comporte comme des scientifiques, alors que j'ai fait un bac littéraire, ça fait toujours sourire ma mère quand je dis ça, mais c'est qu'en réalité, on suit tout ce qui s'est passé, on suit la performance de ce qui a pu être réalisé, et en fonction de ça, derrière, on modifie, et on modifie, et on modifie, et on adapte, et on adapte, et on adapte, jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans l'exact degré de ce qu'on veut aller chercher. Donc, une fois qu'on arrive à mettre en place cette stratégie de notoriété, on commence à être connu. C'est un super bon début. Être connu par sa cible, ça veut dire que sa cible, finalement, s'intéresse à nous, regarde ce qu'on fait, elle est présente, elle est là, et finalement, vous rentrez dans leur tête. Il y a une grande règle marketing qui dit qu'avant de transformer finalement une cible en prospect et un prospect en client, il faut au minimum 7 contacts avec cette cible. C'est des contacts qui vont être des contacts directs ou des contacts indirects. Ils vont venir à un webinar, ils vont pouvoir avoir un rendez-vous avec vous, ils vont pouvoir lire un de vos articles, ils vont voir que vous intervenez dans telle ou telle conférence, ils vont discuter de vous avec un de leur alter ego. Et derrière, là, ils vont se dire, OK, en fait, ce professionnel-là peut être bon pour moi et donc je vais potentiellement le contacter et devenir son client. Mais avant ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, le fait finalement d'avoir une stratégie de notoriété qui soit bien huilée, bien câblée à destination d'une cible, vous permet d'avoir les premiers contacts qui sont opérés et de devenir connu par rapport à cette cible. Troisième étape, l'objectif, c'est bien d'être connu, mais il ne faut pas courir après la gloire ou après la lumière. Notre seul objectif, c'est que ces cibles qui vous identifient, qui commencent à s'intéresser à vous, puissent finalement faire une action positive pour que derrière, finalement, vous puissiez obtenir soit une adresse mail, soit que celle-ci puisse vous contacter. Et donc là, on va passer sur la phase stratégie d'acquisition. Concrètement, on est tous sur l'anonymat d'Internet. Peut-être que vous êtes inscrit parce que vous avez reçu un mail, peut-être que vous êtes inscrit parce que vous avez vu nos posts LinkedIn, peut-être que vous êtes inscrit parce qu'un de vos confrères ou de vos consoeurs vous en a parlé. Aujourd'hui, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est quel est votre nom, quel est votre prénom et quelle est votre adresse mail. Parce qu'en échange du temps que je vous accorde et du temps que vous m'accordez, vous m'avez donné les informations sur vous pour pouvoir avoir accès à ce contenu-là. Donc, ça veut dire que Maître X, qui suivait les publications mes publications, les publications d'Anomia ou qui était fréquemment sur le site internet d'Anomia et qui a vu qu'il y avait finalement un webinaire ce soir sur le sujet-là, il a dit bam, je m'inscris. Et donc, c'est à partir du moment où cette personne s'est inscrite qu'en réalité, elle est sortie de l'anonymat d'Internet, elle a finalement enlevé son masque pour se révéler. Et donc, ça veut dire que j'ai compris que Maître X, qui suit peut-être depuis 2 ans tous les contenus qu'on va sortir, tout ce qu'on fait, en réalité, j'ai réussi à l'attirer grâce au webinaire de ce soir, parce qu'en réalité, ce sujet-là était pertinent pour lui. Et donc finalement, il a enlevé le masque d'Internet, mais ça peut être le masque physique. Hein. Quand on intervient sur une conférence et qu'il y a 200 personnes, on ne peut pas connaître tout le monde. Donc cette personne était peut-être là, mais je ne le savais pas. Et donc en réalité, c'est ce qu'on va aller chercher dans la stratégie d'acquisition. C'est comment est-ce que je fais pour transformer quelqu'un qui me connaît, qui s'intéresse potentiellement à moi, en quelqu'un qui fait quelque chose de positif pour pouvoir entrer en contact avec moi. Entrer en contact avec moi, ça se fait de 2 manières. Soit cette personne me contacte directement par mail, par téléphone pour dire « Ok, Valentin, j'ai vu ce que tu faisais sur tel sujet, ça m'intéresse et j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça. Ce que tu comprends dans mon activité, j'ai tel problème. » Donc, il fait une démarche active, c'est lui qui m'appelle. Deuxième possibilité, ce qui est votre cas, c'est que vous avez laissé votre adresse mail, votre nom, votre prénom. Ça veut dire que vous avez manifesté l'intérêt pour le sujet de ce soir. Et donc là, vous me donnez le moyen de vous recontacter, déjà pour améliorer mes webinaires, pour savoir si ça vous a plu. Et peut-être que vous aurez un sujet
duquel vous voudrez parler avec moi en me disant, ok Valentin, moi j'ai bien compris ce que tu as dit, l'identification de la cible c'est ok, la stratégie de notoriété c'est ok, la stratégie d'acquisition je gère. Par contre, tout ce qui va concerner le fait de couver, d'entretenir ses prospects, etc., j'ai beaucoup de mal, je ne maîtrise pas. Est-ce que tu aurais des tips, est-ce que tu aurais des trucs ou des astuces à me donner pour pouvoir avancer là-dessus? Ok, j'en ai, on peut en discuter, il n'y a pas de difficulté. Donc concrètement, deux possibilités, soit on vous donne des données, soit derrière on vous appelle directement. Il y a une troisième possibilité, je ne l'évoque pas ici. Donc là, ce que je vous évoque, c'est ce qu'on appelle la stratégie inbound marketing. Grâce à du contenu, grâce à votre notoriété, grâce à ce que vous avez travaillé, vous avez des gens qui vont vous contacter, qui font partie de vos cibles, pour potentiellement devenir vos clients. La deuxième possibilité, je ne l'évoque pas ce soir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire après, on pourra faire un webinaire sur le sujet. C'est comment est-ce que je fais pour contacter ma cible finalement, sans que celle-ci me connaisse, sans que celle-ci n'ait rien demandé. C'est ce qu'on appelle du démarchage commercial, que vous n'avez pas le droit de faire déontologiquement. On a trouvé des trucs et des astuces qui permettent de ne pas enfreindre la déontologie, mais finalement de quand même travailler sur cette stratégie d'acquisition qu'on appelle outbound, où vous allez directement à destination de votre cible sur ce qu'on appelle, nous, ce qui s'appelle aussi dans la déonto, de la sollicitation personnalisée. Donc, l'objectif de la stratégie d'acquisition client, c'est finalement d'obtenir un lien humain avec un prospect cible qui peut vous intéresser. La quatrième phase, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment la capacité à couver, à entretenir un prospect. Il faut savoir que seulement 2% des ventes se font au premier contact et que 80% des ventes se font au bout du 6e contact et plus. Je suis sûr à 300% qu'aucun d'entre vous, sur ce webinaire, n'ont jamais relancé un client 6 fois. Et que s'ils l'ont, un prospect, pas un client, un prospect 6 fois. Et que si vous l'avez fait, c'est à titre vraiment épisodique. Vous l'avez peut-être fait une fois parce que c'était quelqu'un que vous connaissez qui vous a été remis en relation ou quoi que ce soit. Mais je suis sûr que quasiment aucun d'entre vous ne relance un prospect. Et s'il le relance, vous le faites une fois et jamais plus. En transparence, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai. C'est-à-dire que pour pouvoir convertir un prospect en client, il faut en moyenne avoir 7 contacts avec cette personne. Donc, vous aurez des contacts sur des webinaires, sur des articles, sur des formations que vous allez pouvoir faire, peut-être des échanges via commentaires interposés sur LinkedIn ou je ne sais pas où. Mais en réalité, il faut conserver le lien avec votre prospect. C'est-à-dire que si un jour vous m'appelez en me disant, en fait, voilà, Valentin, moi, le développement commercial, ça m'intéresse, on va discuter de la formation Boost, etc. On va discuter de votre cadre, de votre développement. Si vous ne signez pas avec moi demain, ce n'est pas grave. Mon objectif, c'est de vous donner les moyens de réussir. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer du contenu pertinent en fonction de la discussion qu'on aura eue. Si vous m'expliquez que votre objectif, c'est de percer le secteur d'activité de l'automobile, dès que je vais voir une étude de marché passer sur le secteur d'activité de l'automobile, je vais vous l'envoyer en disant mais regarde la page numéro 33, regarde ce qui se passe aujourd'hui avec la refonte des contrats de sous-traitance chez Renault. C'est ultra pertinent, je pense qu'il y a quelque chose à faire. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin pour en discuter. 2 semaines après, je vais vous dire vous avez vu le fondateur du journal de l'automobile qui était au demeurant mon mentor est décédé. Je pense que ça pourrait être pertinent de pouvoir contacter Laurent Abou, qui est maintenant le président du journal de l'automobile, qui est son filleul et qui est le patron de ce journal, pour finalement avoir un point d'entrée. Déjà, être sympa, ça c'est ultra important, mais aussi avoir un point d'entrée. Donc ça, je vais donner finalement de la valeur à mes prospects pour leur dire, même si tu n'es pas client chez moi, je t'aide. Même si tu n'es pas client chez moi, je suis là pour toi. Et ce n'est pas, entre guillemets, purement, je perds mes mots, je suis désolé. L'objectif, ce n'est pas d'être un requin et de penser uniquement au fait de convertir ce prospect en client. Bien sûr que c'est important. Je ne gère pas une association de loi 1901. Notre objectif, c'est de pouvoir se développer, de faire du profit en faisant faire aux avocats. Mais donc concrètement, derrière, c'est aussi de donner de la valeur et de montrer que je peux être utile, que je peux être pertinent. Mais ça, c'est aussi parce que j'aime aider les gens. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc concrètement, il faut que vous puissiez rester en lien avec vos prospects. Ça, comment on fait? De façon extrêmement simple. Dès que vous êtes en lien avec un prospect qui ne veut pas acheter tout de suite, qui n'a pas potentiellement l'opération la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 3 mois, comment est-ce qu'on fait pour rester en contact avec lui?
Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend son agenda et on va noter dans une semaine, envoyer un message ou un mail au prospect qu'on a eu et derrière sur un sujet particulier. 3 semaines après, vous mettez une nouvelle alerte pour pouvoir le refaire. Un mois après, vous mettez une nouvelle alerte pour pouvoir le refaire. Et comme ça, vous entretenez des liens avec vos prospects qui deviendront des clients. Il faut arrêter de penser que parce qu'on vous appelle une fois ou parce qu'on vous laisse un mail une fois, les gens vont devenir clients. En fonctionnant de cette manière-là, vous perdez mais plus de 10 fois le business que vous allez réellement réaliser. Les gens qui signent au bout d'une fois en vous appelant en disant voilà, je vous appelle de la part de maître machin ou je vous appelle de la part de monsieur truc ou de madame truc, ça ne représente pas ça représente aujourd'hui une énorme partie de votre chiffre d'affaires pour beaucoup d'entre vous, la quasi-totalité, mais en réalité, c'est une manne infinitésimale du chiffre d'affaires que vous êtes en capacité de développer. Donc ça, cette politique de nurturing, cette politique de couveuse, du fait de nourrir ses prospects, elle doit vraiment être intégrée au sein de votre activité. Une fois qu'on a fait ça, quatrième étape, on passe à la cinquième, qui est l'étape de vente. Ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me reste un quart d'heure sur ce webinaire et que si vous avez des questions, j'aimerais pouvoir y répondre. La deuxième, c'est que ça fait l'objet d'une grosse formation chez nous et qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir entrer en profondeur pour répondre à vos cas. La vente, il y a des grandes règles, mais ça se fait aussi et surtout sur des cas concrets par rapport à vos politiques de prix, par rapport à vos politiques de facturation, par rapport à ce que vous mettez en place. Quand vous avez un prospect au téléphone pour la première fois ou après des sessions de nurturing que vous avez mis en place, donc en ayant gardé contact avec cette personne-là, vous allez devoir passer grosso merdo par cette phase. Dès qu'une de ces phases n'est pas remplie, on sort de la vente et derrière, on remet ce prospect dans la phase de nurturing, où on reste en contact avec lui, mais on ne considère plus qu'on est en phase de vente pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a quelque chose qui a capoté. Ça peut être que le client n'est pas encore qualifié. Ça peut être qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens de vous régler. Ça peut être que l'opération qui doit être réalisée n'est pas sûre. Ça peut être que la problématique est naissante et qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir recours à un avocat, mais que demain, ça peut être le cas. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un chef d'entreprise qui vous appelle, il a des problèmes avec un ou une de ses salariés, il réfléchit à s'en séparer. Concrètement, s'il n'a pas encore pris la décision de s'en séparer, vous allez pouvoir lui donner de l'information gratuite. Voilà, grosso merdo, combien ça va pouvoir te coûter, voilà quelles vont être les grandes étapes à franchir, attention à ça, attention à ci, attention à la clause de non-concurrence, il faut bien la lever, attention, tu es aujourd'hui en période d'essai, le délai de carence n'est pas le même que le préavis, etc. Enfin, le préavis n'est pas le même que lorsque la période d'essai est passée, vous allez pouvoir lui donner de la valeur. Dès qu'il va décider de licencier cette salariée ou ce salarié, ça peut être une semaine après, ça peut être jamais, ça peut être 3 mois après, ça peut être 6 mois après, ça peut être 9 mois après, et il peut vous recontacter pour toute autre chose. Là, on réenclenchera la vente. Mais si ce n'est pas le cas maintenant, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a 7 étapes sur la vente. La première étape, c'est la qualification. Concrètement, est-ce que la personne que vous avez au bout du fil, est-ce qu'elle va décider, est-ce qu'elle fait partie de votre cible, est-ce qu'elle a aujourd'hui les moyens de vous rémunérer, est-ce qu'elle est sympa, est-ce qu'elle n'est pas sympa, est-ce que son dossier est simple, est-ce que son dossier est complexe, est-ce que cette personne va bien payer ou pas bien payer. En fonction des réponses que vous allez avoir, vous saurez si vous avez envie d'avancer dans la vente ou pas. Si la personne elle vous explique qu'elle n'a pas un copec et qu'elle veut vous faire un truc de dingue que vous ne pouvez pas réaliser, vous ne prenez pas le dossier. Vous répondez à 3-4 questions, vous dites que vous avez quelqu'un d'autre qui vous appelle, ciao, bonne journée. Vous le repassez en nurturing. Si derrière cette personne-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, a un problème naissant, elle veut se séparer d'un salarié, mais qu'aujourd'hui, il n'a pas encore décidé de le faire dans l'immédiat ou dans les semaines à venir, vous allez lui donner de l'information, mais vous sortez de la vente. Ça ne sert à rien d'essayer de vendre quelque chose alors que le chef d'entreprise n'a pas décidé de se séparer de son client. Même chose, si vous sentez au téléphone que la personne, finalement, elle n'est pas sympa, qu'elle est assez agressive, qu'elle va négocier tout ce que vous faites, et que vous vous dites, en fait, je n'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça, pareil, vous sortez de la vente. Donc, si au contraire, les informations sont bonnes, que tous les voyants sont au vert, on va passer à l'étape numéro 2, qui va être une étape de diagnostic. Là, concrètement, l'étape de diagnostic, celle que vous maîtrisez le plus, c'est que vous allez vous poser vos questions pour finalement comprendre ce que veut le prospect, comprendre si oui ou non vous êtes la bonne personne pour traiter ça et poser un maximum de questions. Attention,
les questions lors du diagnostic doivent être posées non pas seulement sur la problématique juridique que va avoir votre prospect, mais aussi sur des éléments qui vont vous permettre de vendre votre prestation. Qu'est-ce qui est important pour lui? Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il va avoir un objectif de rapidité, un objectif d'opacité totale? Il veut que rien ne sorte dans la presse, il veut que personne ne sache rien. Est-ce qu'il va avoir un objectif justement de lenteur? Parce que derrière, son co-contractant, il est en guerre avec lui, il veut que ce soit le plus lent possible parce qu'il ne veut pas lui lâcher 1 euro. Est-ce que c'est un objectif, je ne sais pas moi, de principe ou un cas d'école? Il veut surtout gagner ce dossier, peu importe le prix, parce que s'il perd ce dossier-là, au sein de sa société, il y a 150 personnes qui peuvent se réveiller et avoir la même problématique. Et donc, si lui fait, entre guillemets, jurisprudence au sein de l'activité, bah en réalité, il s'ouvre à un contentieux énorme ou il s'ouvre à des problèmes énormes au sein de son entreprise qui pourraient la déséquilibrer. Donc concrètement, lors du diagnostic, il faut comprendre quelle est la problématique juridique, comprendre quels sont les enjeux de la personne et quels sont les objectifs du décideur que vous avez en face de vous. Si vous n'êtes pas la bonne personne pour traiter ce dossier, qui ne fait pas partie de votre cible ou qui ne rentre pas dans votre scope juridique, vous ne prenez pas le dossier. Vous renvoyez cette personne vers un confrère et vous travaillez vos réseaux de prescription parce que derrière, sinon, vous allez perdre du temps, ça ne va pas être pertinent pour votre développement. Si les deux voyants sont au vert sur la qualification et le diagnostic, dans ce cas, c'est vous qui reprenez la parole et c'est vous qui reprenez le lead sur le. C'est vous qui reprenez, pardon, vous revenez à la manœuvre et vous revenez dans le fait finalement de diriger cet entretien. Parce que dans les 2 premières phases, vous posez des questions et c'est le client qui parle. Il parle un maximum et vous prenez un maximum d'informations. À partir du moment où vous passez à la phase 3, qui est la phase de reformulation, c'est vous qui reprenez l'ascendant sur le coup de téléphone. La reformulation, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir résumer la problématique de la personne qui est en face de vous pour lui montrer que vous faites preuve d'écoute active, mais aussi pour donner l'opportunité à la personne qui s'adresse à vous de pouvoir rectifier ce qu'elle a dit. Ah maître, je me suis peut-être mal exprimé, en fait, vous avez compris ça, mais moi, ce que je voulais dire, c'était ça. Bah, banco, parce qu'en fait, si vous n'aviez pas reformulé, en réalité, vous auriez fait une offre ou une proposition qui n'était pas exactement liée à ce que voulait la cible en face de vous. Et vous auriez perdu votre vente. Donc la reformulation permet finalement de remettre, si vous passez l'expression, l'église au milieu du village et finalement de repartir sur de bonnes bases. Ça vous permet aussi d'embrayer sur la phase d'après, qui va être la phase d'explication de la solution. Là, concrètement, vous allez vous dire, OK, donc j'ai bien compris, monsieur le dirigeant de PME, de 50 salariés dans le secteur de l'industrie, vous avez aujourd'hui un problème avec 3 de vos salariés. Votre objectif, c'est de pouvoir sortir ces salariés-là, peu importe le prix que vous allez dépenser, parce que vous avez des problèmes au niveau de leur pension de retraite. Ce sont des salariés qui sont syndiqués et derrière, vous avez des difficultés avec les syndicats qui sont extrêmement forts au sein de votre activité. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est la paix sociale au niveau de votre activité, sortir ces salariés, aller en transac et surtout pas aller au contentieux. Est-ce que j'ai bien compris? Réponse, oui. Parfait. Donc, la solution que je vous propose, voilà comment on va fonctionner. Pour pouvoir garder un maximum d'opacité, pas donner d'informations et aller le plus vite possible, on va fonctionner en 3 étapes. Première étape, bam. Deuxième étape, bam. Troisième étape, bam. Est-ce que la solution vous convient? OK, la solution me convient, je pense que c'est une bonne idée. Et là, vous allez commencer à amorcer le prix. Le prix, vous allez devoir le penser en amont. Grâce à ce que vous allez avoir lors de la discussion, vous allez pouvoir proposer une fourchette. Vous allez pouvoir vous dire, OK, au vu des éléments, avant même que je puisse travailler sur ma proposition, j'estime que le prix va être basé entre 30 et 40 000 euros, parce qu'il y a tant de travail, tant de travail, tant de travail. Est-ce que ça vous paraît exact? Ah, bah, ça me paraît bien, mais je ne comprends pas, c'est un peu cher, etc. Là, vous allez pouvoir faire un travail de pédagogie pour expliquer votre valeur, pour expliquer pourquoi vous proposez ce prix-là. Vous vous engagez sur un prix qui est un prix fourchette. Derrière, vous ne vous engagez pas sur un prix définitif, mais vous donnez bien un prix. C'est super important de donner un prix pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, ce qui permet de justifier l'expérience, de justifier que vous avez déjà travaillé sur ce genre de dossier et que vous avez l'expérience de ce genre de dossier, c'est de pouvoir finalement dire que vous connaissez le prix parce que vous l'avez déjà fait pour X, pour Y, pour Z, sans bien sûr citer les noms, et que vous savez concrètement à peu près le temps que ça va pouvoir vous prendre ou quel est le niveau de technicité que vous allez devoir mettre à l'intérieur. Lorsque vous annoncez votre prix, vous vous taisez. Celui qui reprend la conversation après avoir annoncé un prix a perdu. Il ne faut pas avoir peur du silence de 3, 4, 5, 7, 10 secondes. C'est un jeu, c'est-à-dire que les règles sont comme ça, ce qu'on nous apprend dans les écoles de commerce, c'est que lorsque on annonce un prix, on se tait
et la personne qui reprend la parole derrière a perdu. Donc, quand vous annoncez votre prix, vous allez avoir des objections sur la prestation, vous allez avoir des objections sur le prix, et c'est une bonne chose. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dise « Ok, maître, bah, écoutez, très bien, j'ai compris, je reviens vers vous ». Ça, c'est niette, ça n'existe jamais. Il ne faut surtout pas qu'on ait ça. C'est-à-dire qu'il faut reposer des questions après, il faut traiter les objections, et a posteriori, refixer lors de ce premier entretien téléphonique ou lors de cet entretien téléphonique un rendez-vous pour que vous puissiez présenter vos prestations, que vous puissiez présenter ce que vous allez réaliser pour lui et présenter votre lettre de mission. Il n'y a pas d'envoi de convention d'honoraires, il n'y a pas de lettre de mission qui doivent être délivrées par mail. Vous devez présenter votre prestation. Pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, vous évitez ce qu'on déteste tous, ce qui nous arrive aussi, c'est que vous envoyez un devis, une proposition, et là, c'est silence radio. Les clients ne vous répondent plus. C'est l'enfer. Vous avez bossé, vous avez passé du temps dessus, etc. et on ne vous répond plus. Ou on refuse par mail. Mais on ne sait même pas pourquoi ils ont refusé. Est-ce que c'était un problème de prix? Est-ce qu'ils voulaient simplement un devis pour pouvoir challenger l'avocat régulier qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce que c'était un problème de timing? Est-ce que c'est un problème de compréhension? Il faut présenter vos offres pour que vous ayez les moyens finalement d'expliquer ça à la cible que vous avez en face de vous. C'est vraiment ultra, ultra, ultra important. Donc concrètement, j'en ai fini pour ce webinaire, j'en ai fini avec ces 5 étapes. Retenez vraiment ça. Il faut vraiment passer par ces 5 étapes. On identifie sa cible. Grâce à l'identification de la cible et au positionnement qu'on a choisi, on va aller se confronter à notre cible pour mettre en place une stratégie de notoriété. Cette stratégie de notoriété va nous permettre d'être connus par notre cible, mais n'est pas suffisante. Il va falloir qu'on passe a posteriori par une stratégie d'acquisition. Cette stratégie d'acquisition nous permet d'identifier nos cibles qui vont se transformer en prospects pour qu'on puisse les avoir pendant 30 minutes au téléphone, pendant 30 minutes en visio, pendant 30 minutes en réunion physique, pour qu'on puisse comprendre leurs problématiques et potentiellement entamer la vente. Si on n'arrive pas à avoir ce rendez-vous de 30 minutes ou si le rendez-vous de 30 minutes n'est pas qualifié ou que le diagnostic n'est pas bon, dans ce cas-là, on va mettre cette personne en nurturing. Donc, on va couver cette personne et on va lui envoyer de la valeur. On va lui envoyer de la valeur pour rester en contact avec elle, qu'elle se souvienne de nous, qu'elle se souvienne de nos bons souvenirs, qu'elle puisse potentiellement nous recommander des gens et qu'elle puisse vous rappeler. Et si ce rendez-vous est bon, ou lorsqu'il y a un rendez-vous qui se réactive suite au nurturing, dans ce cas-là, on va passer à la vente pour réussir à vendre nos prestations. Et donc, on passe bien par cette étape et on peut avancer. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère qu'il a été pertinent pour vous et que vous avez appris des choses ou qu'en tout cas, ça vous a rassuré. Le business, c'est simple. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où vous racontez, je peux vous parler en termes de marketeur pendant des heures et des heures, mais ça n'a aucun intérêt. L'objectif, là, c'est de vous expliquer des choses avec un langage que vous connaissez, avec des étapes qui vont être faciles à mettre en place pour que derrière, vous ayez des résultats sur votre activité. C'est ça l'objectif. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des idées de webinaire. On est super preneur de ça. Moi, je suis trop content de reprendre les webinaires. Et ça faisait un moment que je n'en avais pas repris. On a eu une rentrée qui a été extrêmement chargée chez Anomia, une fin de mois de juin, juillet, etc., qui ont été très, très difficiles. Mais là, je suis heureux de les reprendre. Et donc, je vais essayer de tenir le rythme d'un webinaire par semaine les mercredis. En tout cas, si ça vous plaît et si vous êtes toujours aussi nombreux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite. Merci pour tout.